81 morts, 250 blessés et 18 disparus. C'est le dernier bilan du passage d'Enao à Madagascar. Un bilan qui recense aussi plus de 424 000 personnes sinistrées. Le cyclone a aussi provoqué de gros dégâts sur les bâtiments, les maisons, les routes. Pour l'agriculture également, les récoltes sont compromises dans les régions touchées et elles sont nombreuses puisqu'Enao a traversé la grande île du nord au sud le 7 mars dernier. 9 jours plus tard, l'aide internationale arrive enfin sur place, car il aura fallu une semaine aux autorités pour lancer un appel à l'aide internationale. Pourquoi avoir autant tardé à solliciter la solidarité ? De quoi les Malgaches ont-ils le plus besoin ? En quoi consiste l'aide apportée par les ONG ? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. 02 62 99 2000, le numéro à composer dès maintenant pour nous parler de la situation à Madagascar, de la façon dont vous voyez ça de la Réunion. Il y a aussi beaucoup de Malgaches qui vivent ici. Vous pouvez nous donner peut-être des nouvelles de vos proches qui sont là-bas. Par SMS également au 06 92 70 2000. Et puis il y a les réseaux sociaux, la page Facebook C'est dans l'actu et pour Twitter le hashtag CDLA Première. Nos invités ce midi en direct de Tananarive, notre envoyé spécial Hakim Ali Saïd, bonjour. Bonjour Philippe. Christian Payet en studio avec moi ici à la Technopole à Sainte-Clotilde, délégué régional de la Piroie, bonjour. Bonjour. La plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, qui est rattachée, on le sait, à la Croix-Rouge. Et puis en duplex de nos studios parisiens à Malakoff, Mathieu Favre, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes responsable Madagascar à l'association Médecins du Monde. Ce n'est qu'hier donc que l'État malgache a déclaré l'état de catastrophe nationale, ce qui ouvre donc la possibilité pour la communauté internationale de lui venir en aide. Est-ce qu'on peut parler de lenteur, Hakim Ali Saïd, vous qui êtes sur place ? On peut surtout dire que le gouvernement malgache n'avait plus le choix face à ce décompte, à ce compteur macabre des victimes du cyclone Enao. Nous sommes aujourd'hui, ce matin, à 81 morts, vous venez de le dire, face aux désastres causés sur les cultures, sur les habitations, sur les sinistrés. Le gouvernement malgache, qui n'a pas les moyens sur place pour faire face à l'ampleur de cette catastrophe, n'avait plus le choix. Il fallait donc déclencher cette procédure de sinistre national, d'où cette décision qui a été prise avec beaucoup de lenteur. Mais bon, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans le monde, en pareil cas. Cette décision qui a été prise hier donc pour accueillir l'aide internationale enfin à Madagascar. Et est-ce que les Malgaches que vous avez rencontrés le comprennent ça ? Parce que vu du monde, j'allais dire occidental, ça peut choquer. Est-ce que là-bas ça choque autant ? Mais ils ne le comprennent pas du tout. Eux, ils savaient d'emblée, au vu des dégâts causés par ce cyclone qui, rappelons-le, sur une échelle mondiale de 5, est classé niveau 4. Donc ça, on le savait dès les premières heures du passage d'Enao sur Madagascar. Les organisations internationales, les ONG sur place, savaient qu'il n'y avait pas les moyens sur place pour faire face aux dégâts causés par Enao, mais l'administration étant ce qu'elle est, elle est particulièrement lente à Madagascar, mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à ce problème d'ingérence humanitaire face à la souveraineté nationale d'un pays. On l'a vu au Biafra lors de la guerre 67-70, on l'a vu quand il y a eu les problèmes en Côte d'Ivoire. C'est très très compliqué d'ouvrir ses portes comme ça à tout ce qui peut arriver de l'extérieur, quand on sait notamment que sur des pays aussi fragiles, des pays aussi pauvres que Madagascar, une déstabilisation est possible, donc elle peut entrer par voie humanitaire, et il y a aussi l'équilibre à maintenir entre les us et coutumes d'un pays par rapport à ceux qui arrivent de l'extérieur pour venir intervenir humanitairement. Comment c'est vécu par une organisation comme la vôtre, Christian Payet, la Croix-Rouge? Donc là, il y a la Croix-Rouge malgache déjà sur place, et vous qui souhaitez apporter votre aide depuis la Réunion. 9 jours se sont écoulés depuis le passage du cyclone.
Oui, alors c'est vrai, 9 jours, mais il faut quand même souligner que la zone d'impact du cyclone, qui est la zone nord-est de Madagascar, avec des villages très éloignés, avec des routes coupées, des ponts impraticables, il est vrai que dans les premières heures, les premières évaluations étaient difficiles à mener, tant pour nos équipes, mais également sans doute pour les autorités malgaches et le Bureau national de gestion des catastrophes. Donc il est vrai que l'aide arrive le 13 mars, mais les évaluations prennent du temps pour pouvoir être compilées et que nous puissions avoir déterminé réellement les besoins qu'ont les populations. Un mot sur cette question également, Mathieu Favre, est-ce que c'est quelque chose d'habituel finalement, des délais un petit peu longs pour intervenir? Médecins du Monde a déjà rencontré ça à Madagascar ou ailleurs? En fait, je partage un peu l'analyse de Christian Payet. Je pense que les autorités malgaches ont fait un appel à l'aide internationale qui a certes été jugé tardif, et cependant, je pense qu'il était aussi nécessaire pour eux de faire leur propre évaluation dans des conditions d'accès difficiles, j'imagine qu'on y reviendra, afin d'identifier, selon eux, quels étaient les besoins, de faire leur analyse avant de pouvoir faire un appel à l'aide internationale. Et de quoi ont besoin les Malgaches, du coup, puisqu'on y vient avec vous, Mathieu Favre? En fait, sur notre Médecins du Monde a lancé une mission d'évaluation sur 2 zones. La première zone, qui est la région d'Antsinana, la ville de Brickaville. L'équipe sur place montera ensuite sur les zones d'Analange et de Sava. Notre première analyse des besoins, c'est une rupture d'accès aux soins dans un certain nombre de structures de santé qui ont été soit endommagées, soit complètement détruites par les effets du cyclone. Sur certaines zones, on parle de pourcentage de destruction entre 50 et 100% de ces structures. Donc une rupture d'accès aux soins qui font que les autorités sanitaires et les personnels soignants ne peuvent plus répondre aux besoins sanitaires des populations de leur zone. Et puis dans ce type de situation, on connaît les risques sanitaires et épidémiques classiques liés à l'eau, soit le manque d'eau, soit la stagnation d'eau, le paludisme, des diarrhées aiguës, des maladies de peau. Pour le moment, sur notre mission d'évaluation, Médecins du Monde, on n'arrive pas encore à évaluer de façon très précise une augmentation de ces pathologies. Cependant, dans les prochains jours et prochaines semaines, c'est quelque chose qu'on pourrait effectivement identifier. Est-ce que vous constatez, vous, Hakim Ali Saïd, à Madagascar, à Tananarive, une prise d'assaut, par exemple, des hôpitaux, des lieux publics où l'on peut soigner les gens? Oui, dans les centres de soins qui sont autour de cette plaine de Tananarive, les médecins eux-mêmes le disent, les consultations ont plus que doublé et la population la plus fragile, c'est celle bien sûr des enfants qui sont plus fragiles face à ces problèmes d'eau dont nous parlons, face à la prolifération des moustiques en ce moment, et compte tenu également des carences alimentaires qui vont se poser, qui se posent déjà dans certaines régions au vu de la raréfaction des aliments, puisque certaines familles sont totalement sinistrées, elles ont tout perdu, elles n'ont même pas de réchaud aujourd'hui pour faire de quoi manger à la maison. On va aller au standard, Hakim, 02 62 99 2000. On accueille Charles qui nous appelle de Saint-Pierre. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Une réaction par rapport à l'organisation de l'aide internationale. Donc Madagascar, je m'ai bien compris, a fait appel à l'aide internationale. Donc le feu vert est donné, c'est bien ça? C'est ça, depuis hier. Historiquement, le lien qui unit la Réunion et Madagascar, nous avons l'impression que nous tournons toujours, nous, à la Réunion, la population, enfin du moins par rapport à l'information de la population, la mobilisation, la sensibilisation, on tourne toujours le dos à la zone et on a le regard tourné vers Paris. Ok? Alors de là, moi je me dis pour une information, une sensibilisation, une mobilisation de la population de la Réunion, par rapport au lien historique avec Madagascar, que ça il fait dans des associations caritatives. Que nous avons une organisation internationale également, je dis bien caritative, que nous avons une organisation internationale également, ce qui veut dire que nous avons une antenne représentée au niveau national à Madagascar. Et voilà. Question est posée. Alors de là, l'urgence, point d'interrogation. Métier a précisé que moi, c'était un ex-cadre de l'action internationale pour une délégation de la Réunion. Merci les autres. Et voilà. Par rapport à la population, c'est tout. Si on peut mettre en place, donc, même si la votre question, passée, votre question. Ça, il donne en faveur, comme info, en faveur de la population de la Réunion.
Charles, vous êtes toujours là? Oui. Qu'on comprenne bien. Donc vous dites il y a des antennes, des associations. Attendez, je résume. Vous avez des associations humanitaires qui sont présentes à Madagascar. Tout à fait. Et vous souhaitez savoir pourquoi elles interviennent pas plus vite sur place? Non. Oui, ils ont une antenne, mais surtout à la Réunion, on l'a dit bien, on l'a mal expliqué, moi peut-être. Étant donné que ces organisations ont une antenne au niveau national à Madagascar, dans le cadre international. Que ça, l'antenne Réunion, l'antenne délégation Réunion, il fait. D'accord, on va... Au niveau de l'anticipation, par exemple, concernant la phase d'urgence, il n'y a rien. Oui, alors, on va laisser Christian Payet vous répondre. Merci. Je ne parle pas pour la Croix-Rouge, mais on l'a spécialement. Non, mais vous parlez pour les associations en général et on a la Croix-Rouge avec nous. Voilà. Je précise quand même, les ex-délégués d'une délégation à la Réunion. Donc, cela étant dit, vous savez le boulot. D'accord, on va laisser Christian Payet répondre. Merci Charles pour votre question. Alors merci beaucoup pour cette question. Alors tout d'abord, il est vrai qu'à La Réunion, la PIROA est présente, mais son relais à Madagascar est donc la Croix-Rouge malgache. La Croix-Rouge malgache qui a travaillé dans les premières heures, non seulement pendant le passage du cyclone, mais bien avant, à sensibiliser les populations, à pouvoir faire en sorte de les protéger avant l'arrivée du cyclone. Et la Croix-Rouge malgache n'a pas attendu l'appel à l'aide internationale pour intervenir, puisqu'elle a mobilisé du matériel important, plus de 60 tonnes de matériel à partir de ces entrepôts d'Antananarive, et intervient déjà auprès des populations. Alors pour ce qui est de la Réunion, nous avons relayé l'appel de la Croix-Rouge malgache et nous intervenons depuis hier sur Madagascar avec cet envoi important de matériel, 45 tonnes de matériel de reconstruction de l'habitat. Alors je dirais la Réunion est particulièrement mobilisée à travers cette première action. Mathieu Favre, pour répondre aussi à Charles. Médecins du Monde, en fait, est parti sur zone, quand je parlais de la mission exploratoire en cours tout à l'heure, avec une équipe de 3 personnes. Donc un médecin urgentiste qui est parti dimanche depuis Paris, un log réhabilitation qui est parti de Mayotte lundi, et un logisticien de la mission MDM à Madagascar qui est parti également. Je vais moi-même me rendre à Madagascar dimanche avec un référent médical. Donc notre objectif, c'est bien sûr d'être sur place le plus rapidement possible. Ce serait pas plus rapide en partant de La Réunion. Vous avez une délégation également à La Réunion, non ? On a une délégation à La Réunion, mais pour faire finalement cette première évaluation des besoins, on avait des personnes assez rapidement disponibles depuis Paris qui pouvaient partir entre finalement le moment où le cyclone a affecté la côte et l'ensemble du territoire malgache, et le moment où on a eu des équipes qui ont été spécialement dédiées sur cette mission exploratoire. On a eu 2-3 jours. Après, Médecins du Monde a aussi un programme long terme à Madagascar, comme on est présent sur des programmes de développement qui courent sur plusieurs années, mais qui n'est pas forcément dimensionné en l'état actuel pour se projeter la journée même sur la zone. Voilà, donc on a fait ce choix d'envoyer une équipe d'évaluation rapide et sur la réponse à donner aux effets de ce cyclone, c'est quelque chose qui se fera dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc Médecins du Monde a tout de même été réactif sur cette crise. Comment c'est vu sur place à Madagascar, Hakim Ali Saïd, le fait que sur place on ne puisse pas répondre forcément aux besoins dans un premier temps. Il y a eu aussi cette histoire un peu rocambolesque apparemment des pompiers qui devaient partir de La Réunion, qui ne sont pas partis. Il y a eu un article à Madagascar dans un journal qui disait que les pompiers réunionnais étaient venus et repartis. C'est quoi le vrai du faux dans cette histoire ? Alors, la majorité des Malgaches qu'on croise dans la rue réagissent un petit peu comme Charles. Ils ne comprennent pas la lenteur face à un tel drame. D'abord, cette histoire de pompiers annoncés venus à Madagascar, c'est pas une vérité, puisque en fait, comme Madagascar dans un premier temps a ouvert ses portes à l'accueil uniquement du matériel, de matériel et d'aide humanitaire, mais sans les techniciens étrangers, ça a été possible. Un avion des Émirats Arabes Unis est venu à quelques jours pour déposer près de 100 tonnes de matériel à l'aéroport d'Ivat. Et donc, comme Charles, beaucoup de Malgaches ne comprennent pas qu'il ne peut pas y avoir de justification
d'intervention humanitaire qui porterait atteinte à la souveraineté d'un État, malgré le nombre de morts, malgré la situation sanitaire sur le terrain. C'est une clé de voûte des relations internationales. Chaque pays tient à sa souveraineté et il appartient à chaque pays de décider, après avoir pris la mesure sur le terrain, du moment où il ouvre ses portes à l'aide internationale. Donc à ce niveau-là, on ne peut rien reprocher aux autorités malgaches. Il fallait le temps de l'évaluation. Ça a pris une semaine et on arrive à ce résultat aujourd'hui. Heureusement que l'aide peut intervenir pour venir en aide à ces 400 000 sinistrés du cyclone Enao. C'est une question de fierté, on l'entend dans ce que nous dit Hakim, Christian Payet. Une question de fierté, je sais pas, mais comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, je pense que, et sans prendre part au débat, est-ce que l'appel à l'aide a été lancé un petit peu tardivement, je pense que 5 jours, c'est très court, historiquement, avec les interventions que nous faisons dans la région. 5 jours, c'est très court entre le moment du passage du cyclone et le moment de l'appel à l'aide internationale. Donc je pense que les autorités malgaches ont toutefois réagi. Ils ont activé aussi les clusters sur place, parce qu'il faut dire que... Les clusters, ce sont... Alors, les organisations, les ONG sur place, les organisations internationales qui sont sur place, il y a les Nations Unies, il y a d'autres grandes organisations, et ces partenaires-là sont déjà sur le terrain. Donc, pour ouvrir l'aide internationale, il fallait, dans un premier temps, voir ce qu'il était possible de faire au niveau national. Mais là, il y a une différence par rapport à d'habitude, c'est que souvent, l'aide est acheminée, le fret est acheminé par avion. Là, c'est par bateau, donc on se dit c'est encore plus lent, 24 heures de plus. Alors, et 24 heures, ça peut compter, évidemment. Oui, alors pas du tout. C'est vrai que ça peut être surprenant que nous fassions parvenir un fret humanitaire par bateau à Madagascar, mais l'avion, par exemple, le reporter qui s'est posé il y a 2 jours maintenant à Ivat, avec presque 100 tonnes de matériel, ces 100 tonnes mettront du temps pour arriver sur les zones sinistrées, qui est la zone nord-est, encore une fois, et qui sont des zones extrêmement difficiles d'accès. Nous avons choisi d'aller plus vite par bateau, puisque d'atteindre directement la côte est par bateau et ensuite faire du cabotage sur les différents villages qui ont été impactés, eh bien c'est beaucoup plus rapide que faire venir un avion qui, toutefois, a un coût très important. Il faut savoir que l'affrètement d'un avion dans cette zone coûte entre 100 et 120 000 euros. Et donc on a choisi également de mettre cet argent dans le matériel qui est parti sur le bateau plutôt que d'affréter un avion qui aurait été beaucoup plus complexe à gérer d'un point de vue logistique. Madagascar, après le cyclone Enao, c'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Et prenez votre téléphone pour poser vos questions à nos invités. Hakim Ali Saïd, notre envoyé spécial de Réunion Première. Christian Payet de la Piroie, de la Croix-Rouge, et Mathieu Favre de Médecins du Monde qui sont avec nous ce midi. Il y a aussi le 06 92 70 2000 pour les textos, comme celui d'Éric de Brapanon qui nous dit « Tout le monde connaît la corruption généralisée à Madagascar, c'est malheureux, mais ça marche comme ça là-bas. Est-ce que les ONG arrivent à contourner ce problème ?» Question que je vous pose, Mathieu Favre, que vous pose Éric de Brapanon. Oui, c'est un peu difficile de répondre à cette question. En tout cas, aujourd'hui, les autorités malgaches, et notamment le Bureau national des gestions et catastrophes naturelles qui, en quelque sorte, coordonne la réponse pour ces autorités avec les autres intervenants dont nous faisons partie, on arrive à échanger avec eux. Médecins du Monde est une ONG indépendante, non politique. On arrive à collaborer avec ces autorités sans forcément souffrir d'éventuels enjeux de corruption liés à la politique nationale. Christian Payet. Oui, alors bon, c'est vrai à Madagascar, peut-être, mais ça peut être vrai dans beaucoup d'autres pays. La Croix-Rouge envoie des coordinateurs. Nous avons actuellement sur le terrain des coordinateurs qui travaillent avec la Croix-Rouge malgache sur la coordination de l'aide et l'acheminement de l'aide. Donc nous sommes plutôt très très confiants sur notre système de contrôle. Mais oui, ça peut arriver. Mais en tout cas, on y veille. Hakim Ali Saïd, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, cette histoire des pompiers réunionnais. Il y a une version qui circule parmi d'autres, ce serait que le gouvernement malgache voulait gérer lui-même le matériel qui aurait été acheminé par les pompiers, le dispatcher lui-même, et les pompiers, au niveau diplomatique, ça bloquait.
Alors, sans avoir le charisme du père Pedro, qui intervient beaucoup ici auprès des plus défavorisés, j'ai envie de vous faire une réponse à la père Pedro à cette question d'éventuelle corruption. Oui, comme beaucoup de pays pauvres dans le monde, Madagascar est confronté, il ne faut pas se voiler la face, à un problème de corruption, j'ai envie de dire même généralisé. Simplement, on ne peut pas, face à une telle ampleur, face à une telle catastrophe, se dire parce qu'il y a de la corruption, il ne faut pas donner. Ce n'est pas possible parce que c'est mettre encore plus en danger les plus précaires. Il faut donner, oui, et il faut donner, je pense, aux associations auprès desquelles on a plus confiance. Même s'il y a de la corruption, mais à un moment donné, sur 100% de ce qu'une personne donne, peut-être que 80% de ce qui est donné atteindra la famille, atteindra l'enfant, atteindra la femme qui est dans le désespoir aujourd'hui à Madagascar. Donc ce n'est pas un problème spécifique à Madagascar. Il existe ce problème de corruption, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser des bras et ne pas venir en aide à la population malgache. Et si vous voulez donner votre avis sur cette question ou d'autres aspects de cette crise humanitaire à Madagascar, appelez-nous 02 62 99 2000. On a Patrice au bout du fil de Saint-Paul. Bonjour Patrice. Bonjour tout le monde sur le plateau. Moi, je veux juste donner un petit avis que moi pas entendu. Pourquoi pas mettre les hélicos entre l'avion, le gros cargo qui arrive sur Madagascar, et mettre les hélicos pour transporter les affaires dans tout Madagascar. On en a des hélicos gros aussi. On va faire encore plus rapide. L'hélicoptère comme solution pour accélérer l'aide humanitaire. Pourquoi encore ce moment de gros bateau, c'est tout ça là. Prends un gros cargo, a fait dépose tout. Prends un hélicoptère, distribue ça vite fait, bien fait. Mais l'hélicoptère depuis Patrice, bateau pour faire encore un tas de problèmes. Patrice, l'hélicoptère, vous l'envoyez à partir d'où? De toute façon, on en a un tas de moyens, on a des porte-avions, on a un tas de moyens, on a les étrangers qui sont là, on a les Américains qui sont là, on a les hélicos, il suffit juste de dire qu'il faut des hélicos. Est-ce que c'est aussi simple que ça? On va poser la question à nos invités. Je pense que c'est un peu les hélicos. Mathieu. Parce que si on arrive à avoir le gros avion avec le cargo, en plus encore le bateau, les hélicos, c'est rien du tout. On a compris votre question. Mathieu Favre, à Paris, pour Médecins du Monde. Oui, alors pour l'instant, Médecins du Monde, on n'utilise effectivement pas d'hélico sur notre mission d'évaluation. On utilise d'abord des avions, ensuite des voitures, et puis quand on ne peut plus prendre la voiture, effectivement, on prend des bateaux, pas des cargos, mais des petits bateaux potentiellement pour accéder sur certaines zones dont les axes routiers ont été bloqués. Pour le moment, ça nous suffit à faire notre évaluation, à visiter les centres de santé, à distribuer des kits médicaux et non médicaux dans ces centres de santé. Donc pour le moment, on n'a pas encore ce besoin, en tout cas sur les zones dans lesquelles on est présente, ce besoin d'hélicoptère. Est-ce que c'est pas une bonne idée, celle de Patrice? L'hélicoptère, ça peut être un bon moyen d'aller au plus rapidement, au plus près des populations. Christian Payet? Si, bien sûr, c'est une excellente idée d'un point de vue logistique. Si demain on nous offre l'opportunité d'avoir un hélicoptère à Madagascar, bien sûr qu'on va saisir cette opportunité. Il n'y en a pas sur place des hélicoptères? Il n'y en a pas. Alors voilà, actuellement, des gros porteurs de fret en hélicoptère, il n'y a pas et ça n'existe pas dans la région. Je sais que le gouvernement malgache était en discussion pour pouvoir tenter d'en obtenir un, mais il y a un coût très important qui est autour des 500 à 600 000 euros. Plus la maintenance. Plus la maintenance. Donc là, pour l'instant, il est vrai qu'il est plus évident de se déplacer avec les moyens locaux, mais quand on transporte des forts tonnages, et encore une fois, j'aimerais insister sur la zone particulièrement impactée du cyclone, la zone de Marantset, Antala, Sambave, cette zone-là est beaucoup plus facile d'accès par la mer que par la route ou par avion. Donc le choix du bateau aujourd'hui, le bateau que nous avons envoyé arrivera vendredi matin et c'est un délai extrêmement court pour pouvoir atteindre cette zone. Donc je pense que, en tout cas d'un point de vue logistique, les humanitaires y travaillent et cherchent toutes les solutions possibles pour pouvoir acheminer les aides. Les transports, les déplacements sont rendus évidemment très difficiles. Hakim Ali Saïd, sur place à Madagascar, des routes détruites. Qu'est-ce qu'on vous raconte sur place? Il faudra beaucoup de temps pour remettre en place tous les moyens de communication, notamment dans cette zone
où les vents sont entrés il y a une semaine, la zone de Samba, Vantala, qui était citée tout de suite, il y a beaucoup de dégâts, des routes abîmées, des ponts effondrés. Il faudra beaucoup de temps pour tout reconstruire et beaucoup d'argent. Et ce sont quoi les conséquences également? C'est une vie économique qui s'arrête. On peut même pas parler de vie économique au ralenti, là. C'est tout simple. Je vais vous prendre par exemple le prix du kilo d'haricots verts. Il était à 50 centimes avant le cyclone. Il est à 1 euro aujourd'hui dans les principales villes de Madagascar, tout simplement parce qu'il faut l'acheminer des zones sinistrées, en tout cas pour les cultures qui restent auprès du consommateur. Comme les routes sont abîmées, le coût de transport est beaucoup plus important et on arrive à cette situation-là. Donc, ce qui s'est passé avec Enao, les dégâts causés auront automatiquement et ont déjà des conséquences sur la vie économique de tous les jours des Malgaches. L'aide que vous apportez, Mathieu Favre, avec Médecins du Monde, en quoi elle consiste là concrètement ces jours-ci? Alors pour le moment, comme je le disais, on est surtout sur une mission d'évaluation des besoins, mais déjà on est parti avec des kits médicaux et non médicaux, donc des médicaments, des tentes, donc un petit peu d'abri, notamment pour distribuer dans les structures de santé qu'on a visitées et qui en ont besoin. Parce que finalement, une des premières urgences, c'est de permettre le plus rapidement possible à ces structures de santé de refonctionner, au moins à minima, pour répondre aux pathologies qui étaient déjà présentes avant le passage du cyclone et qui risquent d'augmenter sur ces prochaines semaines. Donc c'est la première chose. On n'est pas encore sur une réponse d'envergure. Cette réponse, elle se définira en fonction des besoins et des informations qu'on récoltera sur les prochains jours sur nos zones d'exploration. Oui, parce que j'allais vous dire, ça va être difficile de choisir à qui on donne cette aide, tellement la demande est supérieure à l'offre, à l'aide justement. C'est surtout il y a beaucoup de besoins, mais il y a aussi de plus en plus d'acteurs. Dans ces situations de post-crise, catastrophe écologique notamment, il faut veiller à bien se coordonner avec les autres acteurs, les autorités sanitaires du pays, les autres acteurs humanitaires, les autres organisations internationales, finalement, pour ne pas tous faire la même chose, ne pas être tous au même endroit et pouvoir apporter une réponse efficace pour couvrir à la fois le maximum de zones et le maximum de besoins. 2300 kits de construction pour l'habitat, Christian Paillet, envoyé par la Piroie. Et quoi d'autre ? Oui, alors 2300 kits envoyés de la Réunion, mais nous avons également 2000 kits qui ont été envoyés à partir d'Antananarive vers Tamatave pour être chargés et que nous puissions transporter sur les zones. Nous avons également du matériel de traitement d'eau à partir des entrepôts d'Antananarive et nous avons du matériel médical. C'était très important ce que disait mon collègue de Médecins du Monde. La coordination entre les humanitaires, elle se fait dans un premier temps avec le gouvernement malgache, avec l'instance de coordination qui est le BNGRC, mais elle se fait également entre les humanitaires avec de nombreuses réunions. Et c'est dans ce sens que chaque organisation peut intervenir avec une aide très spécifique sans pour autant faire la même chose que son collègue. Un nouveau texto, celui de Diane de l'Étang Salé au 06 92 70 2000. Diane qui dit « Il faudrait davantage de coopération régionale, aider plus régulièrement Madagascar pour qu'ils aient des constructions plus solides et ne pas se contenter d'intervenir seulement dans l'urgence. » Vous nous disiez, Mathieu Favre, il y a un instant, et ce sera une des dernières questions puisqu'il nous reste 3 minutes. Est-ce que Médecins du Monde intervient régulièrement toute l'année là-bas à Madagascar ? Oui, alors Médecins du Monde est présent à Madagascar depuis les années 90 sur différents projets qui ont été certains projets d'urgence et notamment sur les précédents cyclones ces dernières années, mais aussi sur des projets long terme, sur la santé sexuelle et reproductive, sur la santé materno-infantile, sur de la chirurgie également, et effectivement la réhabilitation de structures du ministère de la Santé, des formations, un appui technique, un appui financier fait aussi partie des objectifs et des projets de Médecins du Monde, plus sur le long terme à Madagascar. On a aussi sur les zones mêmes qu'on est en train d'explorer en ce moment, mené des projets de réduction des risques et des catastrophes naturelles, c'est-à-dire pas seulement se positionner après le cyclone, mais se positionner en amont et voir de quelle façon renforcer les capacités des autorités, mais aussi des communautés, à mieux résister en cas de survenue des cyclones. Donc c'est des projets qui peuvent se compléter et c'est aussi important pour nous. Un
indépendamment de ces projets long terme, de rester réactif dans les moments d'urgence comme la situation actuelle. Et si les personnes qui nous écoutent veulent vous aider, Médecins du Monde particulièrement, par quel biais ? Alors on attend l'évaluation des besoins pour faire un appel aux dons éventuels. Donc pour le moment, on n'a pas d'appel aux dons spécifique sur la réponse au cyclone Enawo. Cependant, vous pouvez bien évidemment aller sur le site de l'association Médecins du Monde, www.médecindumonde.org. Merci Mathieu Favre. Christian Paillet, même question. Comment on peut aider la Croix-Rouge ? Alors nous, de notre côté, ici à La Réunion, nous avons lancé un appel aux collectivités et à nos partenaires régionaux, mais idem, vous pouvez aller sur le site de la Croix-Rouge française et vous pouvez envoyer des dons via le site. D'accord, on va se quitter avec Hakim Ali Saïd, qui est toujours à Antananarive pour Réunion Première. C'est quoi le sentiment finalement qui domine, Hakim, la résignation, la colère ? Mais surtout, dans l'immédiat, c'est qu'on a compris ici qu'on n'a pas encore fini avec les conséquences du cyclone Enawo. Juste un exemple, une référence. Hier, on était à 78 morts. On est à 81 morts ce midi. On sait qu'il y a 18 disparus. On sait donc que le bilan de ce cyclone sera encore plus lourd que les chiffres que nous donnons ce matin, les chiffres officiels. C'est dire que Madagascar est dans un état d'urgence absolue, qu'il y a des populations encore qui n'ont pas encore accès aux soins, malgré les efforts qui sont déployés sur les terrains par les organisations humanitaires et par les autorités malgaches. Donc il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui se passe à Madagascar, il faut continuer à aider cette population qui a grand besoin. Et vous nous avez raconté ça depuis votre arrivée sur place il y a quelques jours. Merci de nous l'avoir fait vivre, partager Hakim Ali Saïd. Je précise aussi que l'association du Père Pedro lance un appel aux dons avec les amis du Père Pedro qui est ici à La Réunion, avec des interventions sur l'ensemble de la Grande Île. Il faut passer par le site internet Père Pedro tout attaché -Akamasu, ça s'écrit AKAMASOA, c'est en malgache, perpedro-akamasu.org. Merci Hakim Ali Saïd, merci Christian Paillet en studio avec moi ici à Sainte-Clotilde à la Technopole, et merci à Mathieu Favre qui est intervenu en direct en duplex de nos studios parisiens à Malakoff. Demain, dans le 12-13, dans les coulisses du Séchoir, magazine de Sophie Persson qui vous fera découvrir de l'intérieur la scène culturelle de Saint-Leu. Retour de C'est dans l'actu lundi. Bon après-midi avec Ingrid sur la première.